Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, nous allons parler d'informatique, de nouvelles technologies, et plus particulièrement de comment apprendre et transmettre à nos enfants l'utilisation de l'informatique et des nouvelles technologies, le tout sans les rendre accros aux écrans au passage. Vous allez me dire, mais pourquoi spécialement apprendre l'informatique ? C'est vrai qu'on s'intéresse plus souvent à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, du calcul, des bases qui sont plutôt scolaires. Et en même temps, nos enfants baignent dans l'informatique et les nouvelles technologies depuis qu'ils sont tout petits. Ça m'a fait rire lorsque j'ai vu mes enfants tout bébés s'amuser à passer le doigt sur un écran d'ordinateur comme ils m'avaient vu faire sur un écran de smartphone, en s'imaginant que tous les ordinateurs devaient avoir des écrans tactiles, ou même à le faire sur la télé. Tout ça parce qu'ils se sont imprégnés de ces façons de faire dès leur plus jeune âge. Dès quelques semaines, même si ce n'est pas dès quelques jours, un bébé a intégré l'utilisation de certains outils du quotidien. Et il sera par exemple intrigué si vous voulez vous brosser les cheveux avec une bouteille, ou si vous essayez de boire avec votre brosse à cheveux. Eh bien, c'est pareil avec les ordinateurs, les téléphones, les télés, tous les écrans. Les enfants absorbent leur utilisation. Le problème, c'est qu'il faut maîtriser l'outil et non pas se faire contrôler. L'informatique, les technologies, ce sont des outils. Mais qui en est le maître derrière ? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est l'outil le maître ? Donc ça, c'est le grand danger et il faut évidemment en prémunir nos enfants parce que les technologies aujourd'hui ne sont pas celles que nous avons connues lorsque nous étions bébés ou enfants. Et donc, il y a des dangers derrière qui sont plus importants et auxquels nous-mêmes, nous n'avons pas forcément été bien préparés parce que nous avons grandi en même temps que cette nouvelle technologie apparaissait et nos parents ne savaient pas forcément à quoi s'attendre, ni comment ces technologies fonctionnaient. Je pense que notre génération a peut-être plus de recul pour pouvoir transmettre de bonnes pratiques à nos enfants aujourd'hui et leur éviter peut-être certains des soucis que nous-mêmes nous avons pu rencontrer avec les nouvelles technologies, comme les addictions aux écrans. Et puis, pourquoi apprendre l'informatique ? Mais tout simplement parce que cela ouvre de magnifiques possibilités. Je ne suis vraiment pas là pour diaboliser les écrans. Les écrans m'ont permis, à moi personnellement, une foule de choses qui n'auraient jamais été possibles autrement. J'ai rencontré des gens extraordinaires sur Internet, sur des réseaux sociaux, des gens que j'ai rencontrés plus tard avec qui j'ai créé des liens qui n'avaient rien de virtuel. Ils m'ont permis aussi de renouer avec des personnes de mon passé. Ils m'ont permis d'apprendre, mais tellement de choses, vous n'imaginez pas. Aussi bien des choses sur l'éducation, sur la pédagogie, sur la parentalité, que des choses autour, du potager, des animaux, les langues étrangères. Ils m'ont permis de découvrir comment vivaient d'autres personnes que moi, qui faisaient d'autres métiers, qui vivaient dans d'autres pays. C'est une source d'ouverture d'esprit extraordinaire. Internet, les nouvelles technologies, etc. Mais pour ça, pour maîtriser cet outil, et pour profiter de toutes ces magnifiques possibilités sans se faire happer, sans se faire contrôler par l'outil, il faut réussir à comprendre en profondeur les outils que l'on utilise. Et donc, entre autres, les ordinateurs. On essaye aujourd'hui dans l'éducation nationale d'intégrer l'ordinateur dans les classes. Malheureusement, souvent, c'est un petit peu du n'importe quoi. Pas toujours, mais souvent. On papillonne, on essaie de faire quelques petits jeux éducatifs sur les ordinateurs avec les enfants, pour qu'ils apprennent vaguement à utiliser la souris ou le clavier. Mais l'ordinateur est introduit très tôt dans les classes, sans réelle préparation des enfants à leur utilisation. Et ce, avant même l'âge de 6 ans, donc à un âge où l'esprit magique est encore très présent chez les enfants. Combien d'entre eux croient au Père Noël, à la petite souris, etc. à ces âges-là ?
Eh bien, du coup, l'ordinateur peut apparaître comme un objet un petit peu magique qui aurait réponse à tout. Et ça, à mon humble avis, c'est le mauvais état d'esprit pour aborder l'apprentissage des technologies et de l'informatique. L'ordinateur n'est pas un objet magique. L'ordinateur n'est pas plus puissant que nous. L'ordinateur a des fonctionnalités et c'est nous qui allons les utiliser et les utiliser correctement et de façon utile ou non. Et pour vous donner un exemple que j'ai découvert très récemment là sur Facebook, d'une utilisation que je trouve intelligente des nouvelles technologies, tout en prenant en compte que nous sommes les maîtres et les inspirateurs de ces technologies. Un ami a reposté sur Facebook la publication d'un professeur de Sciences Po qui parlait des difficultés liées à ChatGPT. Parce qu'avec ChatGPT, beaucoup d'étudiants se mettent à tricher un petit peu, c'est-à-dire à faire leurs devoirs par ChatGPT. Si vous ne connaissez pas ChatGPT, il s'agit d'un chatbot, donc d'un robot qui discute, littéralement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des échanges avec ce robot, avec ce logiciel, en fait. Et c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui est capable de prendre des informations sur Internet, de les mettre en forme et de vous les restituer. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT, par exemple, d'écrire un poème sur votre chat qui est blanc ou de répondre au sujet de disserte, l'art est-il universel ou je ne sais pas quoi. Ou vous pouvez lui demander de rédiger le script d'un podcast sur la pédagogie Montessori. Alors je vous rassure, non, aucun des épisodes que je vous propose n'a été écrit par ChatGPT. Mais tout ça, c'est possible. Et les résultats sont assez probants. C'est-à-dire que oui, peut-être que ChatGPT serait capable de rédiger le script d'un podcast sur la pédagogie Montessori. Et peut-être qu'il ferait du bon travail d'ailleurs. Malgré tout, il y a des différences entre ce que fait ChatGPT et ce que produit un esprit humain. Et donc, je reviens à ce qu'a décidé ce professeur de Sciences Po, c'est d'imposer aux élèves, pour chaque devoir, de lui rendre 2 copies. Une copie obtenue via ChatGPT, avec l'objectif que ces élèves apprennent à utiliser ChatGPT, qui est un outil, et donc à lui fournir de bonnes requêtes, parce que c'est un programme informatique, donc tout dépend de ce qu'on lui demande, comme toujours. Et donc apprendre à utiliser correctement cet outil, à en tirer le maximum de parti. Et une deuxième copie, rédigée par eux-mêmes, les étudiants, dans laquelle ils ont tout intérêt à montrer la différence que leur humanité a pu apporter au traitement du sujet. Parce que, et son raisonnement était assez intéressant, il disait que s'ils faisaient moins bien que l'intelligence artificielle, pourquoi un employeur les embaucherait-il un jour? Donc, il voulait les pousser à dépasser ce que pouvait produire l'intelligence artificielle, en faisant preuve de créativité, en faisant des rapprochements originaux entre des sujets divers. Il y a la compassion qui est aussi propre à l'être humain, l'esprit critique, la problématisation, l'honnêteté intellectuelle, le style aussi. Je pense qu'on pourrait demander à ChatGPT d'écrire un texte dans le style de Proust. Mais ChatGPT ne peut pas spontanément créer un livre avec un style propre comme Proust l'a fait. C'est-à-dire que Proust a été le créateur et une intelligence artificielle peut, dans une certaine mesure, l'imiter. Mais la pure création, à mon avis, l'intelligence artificielle en est encore très très loin. Donc voilà un petit peu le panorama. Pourquoi apprendre l'informatique? Quels sont les enjeux derrière? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre à nos enfants et quand, à partir de quel âge? Alors moi, je pense qu'on peut commencer assez tôt, peut-être même tout doucement, dès 4 ans environ, en parlant d'un ordinateur, en parlant de ses éléments, de comment il est constitué. Et puis, il y a des éléments qu'on va pouvoir apprendre aux enfants très jeunes, même à 3 ans pour certains. L'idée de base, c'est d'apprendre à l'enfant comment fonctionne un ordinateur. Et que cet ordinateur ne fait qu'imiter certaines des fonctions de notre cerveau, sans reproduire leur fonctionnement. Il cherche à imiter les résultats obtenus par notre cerveau, mais pas le fonctionnement lui-même du cerveau.
Et donc, on peut introduire certaines notions très très simples dès un très jeune âge pour introduire tout ça auprès de l'enfant, et ce, sans écran, parce que l'idée n'est pas de mettre un enfant de 3 ans devant un ordinateur et de le laisser manipuler un ordinateur. Ça, c'est le meilleur moyen de rendre un enfant accro. Et les addictions aux écrans, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de sérieux. Il y a aussi des liens avec la dépression qui ne sont pas... c'est plus avec les réseaux sociaux, ça, mais il y a quand même des liens avec une mauvaise santé mentale qui sont assez importants. Donc, plus on peut préserver les enfants de l'utilisation des écrans, mieux c'est. Mais ça n'empêche pas d'apprendre les principes de l'informatique. Par exemple, la notion d'algorithme. C'est quoi un algorithme? Alors, vous avez peut-être vu d'ailleurs dans des écoles maternelles cette compétence proposée, apprendre à reproduire un algorithme. Ça, on peut le proposer par exemple en fournissant un motif de perles à un enfant, par exemple rouge, vert, bleu, et lui demander de poursuivre, suivant cet algorithme, de poursuivre le travail de mettre des perles sur un fil en poursuivant cet algorithme. Parce qu'un algorithme, en fait, c'est une suite de règles formelles. Et donc, fournir ce motif, rouge, vert, bleu, à l'enfant, c'est une règle formelle qu'on lui demande de répéter successivement. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire autour de cette notion d'algorithme, de motifs qui se répètent. Et ça va introduire la notion d'algorithme donc informatique, qui sont des règles formelles que l'ordinateur va appliquer. Et on pourrait voir ça donc comme une succession de tâches que l'ordinateur va appliquer. En sachant donc que l'ordinateur respecte scrupuleusement ces règles. Et le principe du motif qui se répète introduit un petit peu le principe de la boucle informatique, c'est-à-dire un programme qui se répète tant qu'un certain critère n'est pas respecté. Par exemple, je vais mettre des perles sur mon fil en commençant par une perle rouge, puis une perle verte, puis une perle bleue, jusqu'à ce que le fil soit rempli. Lorsque le fil sera rempli, je m'arrêterai. Ça, en fait, c'est un programme informatique qui est une boucle avec un arrêt. Ça va poser les bases de ce que peut être un programme. On peut aussi montrer à l'enfant comment l'ordinateur va appliquer un programme. On peut faire des choses très rigolotes où l'adulte joue l'ordinateur et l'enfant lui donne des instructions. Par exemple, sous forme d'images, l'enfant va disposer un certain nombre d'images devant lui, devant l'adulte, qui va appliquer les instructions qui sont sur ces images. Et ça peut être rigolo parce que ça peut être l'occasion de prendre conscience que de toutes les choses qui nous paraissent évidentes à nous en tant qu'humains, qui ne seront pas évidentes pour un ordinateur. Par exemple, si vous faites l'algorithme, si vous lancez le programme se brosser les dents pour l'adulte, et que vous oubliez, de remplir le verre d'eau. Et donc, l'adulte va suivre le programme, va mettre le dentifrice sur la brosse à dents, va se brosser les dents, et puis, à la fin, il va boire dans le verre qui sera vide, parce qu'on a oublié l'étape de remplir le verre d'eau. Donc, c'est intéressant pour pouvoir décomposer les choses du quotidien et mettre en évidence tout ce qu'on fait, nous, humains, d'une façon totalement intuitive et évidente. L'avantage, c'est qu'on montre bien qu'un ordinateur ne fait qu'obéir à des instructions. Vous savez, très souvent, même moi, ça m'arrive, oh là là, cet ordinateur, il veut pas faire ce que je veux. Il m'embête, il veut pas faire ce que je veux. Et en fait, à chaque fois, un ordinateur fait ce qu'on lui demande. C'est juste qu'on ne sait pas toujours très bien comment lui demander les choses. Que parfois, on lui fait des demandes qui sont mal formulées ou on se trompe dans nos demandes, dans l'ordre des choses, on commet des erreurs et l'ordinateur ne fait qu'appliquer bêtement ce qu'on lui dit de faire. Tout ça, c'est important pour sortir de cet esprit magique chez les enfants, leur montrer que l'ordinateur est un serviteur, tout bêtement, qui obéit sans moufter aux instructions qu'on lui donne et rien d'autre. On peut aussi montrer aux enfants le pixel art. Le pixel art, c'est donc de l'art avec des pixels, c'est montrer comment on peut essayer de reproduire une image simplement avec des pixels. Alors quand on le fait avec des enfants, on le fait avec des gros pixels, des carrés que les enfants vont pouvoir colorier, et on peut faire du pixel art avec des carrés un peu plus petits pour montrer qu'avec une meilleure résolution, parce que c'est ça la résolution, c'est le nombre de pixels par
par mesure d'espace, eh bien plus les pixels sont petits, plus l'image ressemble à quelque chose de réel. Et donc on explique comme ça comment un ordinateur affiche une image dans la vraie vie. L'image qui s'affiche sur notre rétine, elle est produite par la lumière qui est réfléchie par chaque atome de ce qui nous entoure. Et donc ce que l'on voit a une résolution extrêmement fine, puisqu'elle est à l'échelle de l'atome. Un ordinateur n'aura pas la même résolution. Un ordinateur affiche des pixels qui sont infiniment plus gros, pas infiniment, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros qu'un simple atome qui va nous renvoyer la lumière. Donc on peut montrer que ce que l'ordinateur nous renvoie, ce n'est qu'une image, au fond assez grossière. Parfois on peut même distinguer tous ces petits carrés sur l'écran qui sont des pixels. Et quand il y a un pixel qui est mort sur l'écran, c'est-à-dire qu'un pixel qui ne s'allume plus, et bien on a un petit point noir sur l'écran, ça permet de voir que ça n'est qu'une image à base de petits carrés de couleurs. Et je pense que c'est important là encore pour ne pas voir ce qu'il y a sur un écran comme la réalité. Ce n'est qu'une image, et une image assez grossière même. Et puis un autre aspect très important que l'on peut étudier avec les jeunes enfants, toujours entre 3 et 6 ans, c'est la logique informatique. Alors peut-être un peu plus tard, plutôt vers 5-6 ans, parce que la logique informatique, c'est très intéressant aussi. Elle est différente de la logique que nous avons, nous, qui est un peu plus intuitive, qui est moins rigoureuse. Et donc cette logique informatique nous invite à plus de rigueur. Et elle nous invite à éviter les raisonnements fautifs. Tous les comment ça s'appelle, ce que faisaient les rhétoriciens dans l'Antiquité, qui commettaient des raisonnements erronés, ça n'est pas possible avec un ordinateur et la logique d'un ordinateur. La logique informatique, on peut l'aborder de façon très simple, avec des « et », avec des « ou », avec des vrais et des faux, ou des zéros et des 1. Et on peut montrer donc comment ça fonctionne. C'est-à-dire que pour que A et B soient vrais, il faut que A soit vrai et que B soit vrai. Pour que A ou B soit vrai, il faut que A soit vrai ou que B soit vrai. Voilà, ça paraît évident dit comme ça. Mais si vous prenez quelque chose de beaucoup plus gros, comme un arbre logique, parce qu'on peut considérer des arbres logiques, bien c'est bien beaucoup plus compliqué. Dans quel cas est-ce que A et B, ou B et C, ou A et C est vrai? Alors là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on peut faire toutes sortes de jeux comme ça de logique. Encore une fois, l'intérêt, c'est que ça nous invite à plus de rigueur dans notre propre raisonnement intellectuel. Et dans tout ça, vous voyez qu'on n'a absolument pas besoin d'écran. On a parlé d'algorithmes avec des perles, avec des petites images où l'adulte va appliquer l'algorithme proposé par l'enfant. On a parlé de pixel art avec des crayons de couleur qui vont colorier des dessins avec des petits carrés sur du papier. On parle d'arbres logiques ou simplement de logique que l'on peut faire sur du papier avec un crayon. Donc aucun écran n'est nécessaire pour ça. Et puis un petit peu plus tard, en introduisant les écrans, mais peut-être plutôt entre 6 et 9 ans, on va pouvoir proposer aux enfants de commencer à programmer. Il existe un langage de programmation très simple qui s'appelle Scratch, qui est très bien fait, très adapté pour les enfants. Et il existe des petits livres-jeux, qui vous permettent de programmer des jeux grâce à ce langage de programmation Scratch qui est visuel et qui est un langage très proche du langage parlé. Vous avez des instructions qui ressemblent à des phrases françaises et en français, pas en anglais. Alors que les instructions des langages de programmation souvent utilisent déjà des mots anglais, comme if, then, c'est le si, alors. Et puis ce sont des formulations qui sont souvent très, très informatiques et qui ne ressemblent pas beaucoup à notre langage quotidien. Là où Scratch, justement, est un langage qui est assez naturel. Et donc, vous pouvez proposer à vos enfants de programmer leur propre jeu. Pendant un temps, à la maison, on avait cette règle, donc quand nos enfants n'étaient pas encore adolescents, etc., qu'ils n'avaient le droit de jouer
qu'à des jeux qu'ils avaient eux-mêmes programmés. Alors, je peux vous dire que c'est une sacrée motivation pour se mettre à la programmation. On peut aussi travailler l'algorithmique. Pour l'algorithmique, on n'a pas spécialement besoin d'un ordinateur et d'un écran. L'algorithmique, elle va nous permettre, par exemple, de formaliser les processus que nous-mêmes, nous effectuons. Lorsque, avec mon assistante, on note la succession de tâches, le processus que l'on doit accomplir, par exemple, lorsqu'on lance un nouveau webinaire. Eh bien, c'est un algorithme que nous écrivons, que nous rédigeons. Et donc ça, on peut le faire avec les enfants, leur expliquer ce qu'est l'algorithmique, leur expliquer justement des choses comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, les boucles. Tant que cette condition n'est pas remplie, eh bien, j'applique ma boucle. Et comment je vais sortir de ma boucle? Est-ce qu'à un moment donné, je suis certaine de sortir de ma boucle? Si j'en n'en sors pas, l'ordinateur plante, parce qu'il rentre dans une boucle infinie, il ne s'arrête jamais. Donc on peut aborder un petit peu ces notions-là de façon très concrète, encore une fois, en utilisant des vrais algorithmes de la vie quotidienne, des successions de tâches de notre vie quotidienne. Et puis, en approfondissant encore un peu, on va pouvoir parler de l'optimisation des algorithmes. Par exemple, quelque chose qui vous paraît très naturel, comme de trier des éléments. Par exemple, vous avez des cartes, vous recevez une main dans un jeu de cartes, eh bien vous triez vos cartes. Vous les triez par couleur et puis vous les triez par ordre de grandeur. Et ça vous paraît très simple, vous prenez une carte, vous la mettez au bon endroit, etc. Eh bien en fait, l'algorithme que vous suivez n'est pas le plus efficace pour un ordinateur. Parce que les tâches que nous accomplissons, nous, dans notre cerveau, ne prennent pas le même temps pour un ordinateur. Et donc la procédure que nous suivons, c'est de prendre une carte et en fait de la comparer à peu près toutes les cartes qui sont devant nous, et puis intuitivement de savoir que si c'est une petite carte, elle va aller vers la gauche de la couleur, si c'est une grande carte, elle va aller vers la droite de la couleur, ou l'inverse, ça dépend comment vous organisez vos cartes. Moi, je suis gauchère. Mais il y a une part d'intuition et de raccourci que le cerveau fait. On appelle ça des heuristiques. C'est-à-dire que je sais que si je vois un 3, eh bien, il va être plutôt, pour moi, à la gauche de ma couleur. Si c'est un 3 de carreau, à la gauche des carreaux. Et que si je vois une dame de carreau, elle sera probablement vers la droite de mes cartes de carreau. Et donc, ces heuristiques, eh bien, les ordinateurs ne les utilisent pas de la même façon que nous. Enfin, nous les accumulons par l'expérience. Et ensuite, évidemment, on peut les programmer aussi dans les ordinateurs, mais on vient ajouter des choses à un programme informatique. Et donc, il y a plein de façons de trier des éléments, par exemple des nombres les uns par rapport aux autres. Et vous pouvez étudier un peu la question, chercher les différents tris algorithmiques, et vous verrez que c'est une question qui est importante déjà pour optimiser tous les programmes que vous utilisez au quotidien, parce que très souvent, on demande à des ordinateurs de trier les choses, et qui n'est pas si évidente que ça, en fait, à optimiser. Une autre chose que nous faisons très facilement dans la vie de tous les jours, c'est sur une carte de trouver le plus court chemin d'un point à un autre. Je dis sur une carte ou même visuellement. Trouver le plus court chemin d'un point à un autre. Alors sur une carte, ça n'est pas évident parce que ce n'est pas la distance à vol d'oiseau qui va compter. Vous savez très bien que si vous prenez l'autoroute, même si elle fait un détour, vous allez gagner du temps en voiture. Et pourtant, si je vous demande de trouver le plus court chemin d'un point à un autre, vous allez pouvoir très rapidement me proposer 2-3 chemins qui ne sont pas ridicules, qui sont parmi les chemins les plus courts. Pour l'ordinateur, c'est assez compliqué. Cette notion de faire un détour pour prendre une autoroute qui serait plus rapide, chez nous, elle est intuitive, c'est encore une fois une heuristique. Mais on sait très bien que si on veut aller de Brest à Nancy, on va quand même pas faire un détour jusqu'à Lille, même si c'est l'autoroute. Ou par Marseille. On sait qu'on peut faire un détour, par exemple, pour contourner Paris, pour ne pas passer tout droit. J'espère que vous avez quelques notions de géographie, pour me situer un petit peu dans ce que je vous raconte. Mais on va pas aller chercher des détours qui seraient trop étendus. Eh bien, pour l'ordinateur, c'est compliqué. Il y a le chemin le plus court à vol d'oiseau. Ça, l'ordinateur peut assez facilement le calculer. Mais le chemin le plus court en termes de route, de vitesse, de temps de trajet, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que l'ordinateur peut se dire, j'ai le droit, j'ai intérêt même parfois à faire des détours, mais
Je vais donc étudier le détour de contourner Paris, je vais étudier le détour peut-être de descendre jusqu'à Bourges ou Orléans au sud. Mais où est-ce que je m'arrête? Est-ce que je vais aller étudier le trajet qui passe par Marseille? Ou est-ce que ça n'a pas d'intérêt? Nous, intuitivement, on sait très bien que ça n'a aucun sens de passer par Marseille. Voilà. Donc, c'est intéressant d'étudier l'optimisation de ces algorithmes parce que ça va permettre de montrer aux enfants, donc un peu plus grands là, que l'ordinateur, il est un petit peu bête et méchant, quoi. Si on lui demande de chercher le chemin le plus rapide, ok, il va regarder les détours par l'autoroute qui sont un peu plus loin, mais il va peut-être même chercher à passer par la Norvège pour aller de Brest à Nancy. Puisque on ne sait jamais, il y a peut-être un détour qui est plus rapide. Donc bon, ça permet de relativiser la puissance calculatoire des ordinateurs. De se dire, ok, chaque opération qu'ils font est très rapide. Mais les processus qu'ils suivent sont un peu bêtes et méchants et pas forcément optimisés. Et c'est à nous de les optimiser. Voilà. Et que l'ordinateur, encore une fois, ne fera que suivre à la lettre les instructions qu'on lui aura données. Et puis, une dernière chose que je trouve intéressante à étudier chez les enfants un peu plus grands, c'est le langage HTML. Le langage HTML, c'est le langage que l'on utilise pour programmer un site Internet. En fait, un site Internet, c'est une page HTML. Bon, il y a d'autres choses derrière, mais il y a le HTML et puis il y a le CSS. En gros, pour faire simple, le HTML vous donne la structure et le contenu d'une page Internet. Par exemple, le fait qu'il y a un titre, comme si, par exemple, là, il y avait le titre de mon podcast, Apprendre l'informatique à ses enfants sans écran ou presque. Et puis qu'ensuite, j'ai un sous-titre, par exemple, Pourquoi le leur apprendre. Et puis ensuite, du texte, donc mon script de ce que je vais dire dans cette première partie. Et puis ensuite, un autre sous-titre, Quoi leur apprendre, etc., etc. Donc ça, c'est la structure et le contenu, c'est le langage HTML. Et puis vous avez la mise en forme. Ce qui fait que votre page Internet est jolie. Le fait que le titre principal, il soit centré, de telle taille, avec telle police, de telle couleur, en gras, en italique, souligné, en train de bouger, je ne sais pas quoi. Que le sous-titre, il sera différent, que mon texte sera justifié, ou qu'il sera sur une colonne à droite, ou qu'il y aura un mot en gras au milieu, quelques mots en italique, bref, tout ça, c'est la mise en forme, c'est le CSS. Eh bien, ces deux langages sont assez intéressants, parce que là aussi, ça permet de démystifier ce qu'est Internet. Et de comprendre pourquoi... Vous savez, c'est la même façon quand on essaie de construire un site Internet, on dit toujours, mais pourquoi il fait pas ce que je veux? Pourquoi il ne m'obéit pas? Pourquoi il ne met pas les choses là où je les voudrais? En fait, c'est qu'on ne réussit pas à dire à l'ordinateur ce qu'on voudrait, d'une façon qu'il puisse comprendre. Donc, connaître ces langages HTML, CSS, vraiment les bases, juste les bases, eh bien, c'est utile pour comprendre ce qu'est une page Internet. Il y a des logiciels, si vous voulez, qui sont un peu du glisser-déposer. Et c'est un petit peu de la triche, c'est-à-dire que vous ne voyez pas derrière ce que fait l'ordinateur. Et quand ça ne fonctionne pas, du coup, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Quel que soit, si on veut s'intéresser un petit peu à l'informatique, il faut en revenir aux choses les plus basiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser ensuite des outils avec du glisser-déposer, où je prends mon paragraphe et puis je le fais glisser, je le dépose en dessous, ou je peux créer 2 colonnes et puis je les intervertis, etc. On va utiliser ces outils, mais en comprenant comment ils fonctionnent au départ. Et donc pour ça, apprendre des bases de HTML et de CSS, ça me paraît indispensable. Je sais, je mets la barre assez haut, je pense, en informatique. Bon, c'est aussi que moi-même, j'ai fait des études de logique mathématique et informatique. Donc c'est un peu mon truc. Mais j'espère vous donner des petites pistes là de ce que vous pouvez aborder avec les enfants pour ensuite fouiller vous-même. Parce que pour vous-même, ça serait intéressant d'avoir des bases de ces domaines-là. Et puis justement, pour faciliter un peu les choses, c'est justement le thème que nous abordons à l'accompagnement des Montessori 7 ce mois-ci, avec justement des ressources toutes faites pour travailler la notion d'algorithme, pour travailler la notion de pixel art, de logique informatique, etc. Et c'est un thème qu'on reprendra sûrement un peu plus tard avec de nouvelles ressources, mais tout ça, évidemment, c'est pas facile lorsqu'on n'a pas soi-même des bases scientifiques, technologiques, informatiques.
Donc j'essaie dans l'accompagnement des Montessori 7, qui est notre communauté sur abonnement mensuel, de vous proposer des ressources toutes faites pour que ce soit beaucoup plus facile avec vos enfants. Et je voudrais conclure, en vous rappelant que rien de tout ça n'a d'importance si derrière vous ne fournissez pas aussi une éducation aux écrans à vos enfants. C'est-à-dire une éducation à leurs effets, à leur fonctionnement, mais aussi à leurs effets sur le sommeil, sur le cerveau, sur le processus addictif. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur un écran et qu'on fait quelque chose, hop, il y a une réaction de l'écran, c'est interactif. Eh bien, on a un shoot de dopamine dans notre cerveau. Et ça rentre dans le circuit de la récompense. Donc, chaque fois qu'il y a une interaction comme ça, c'est notre circuit de la récompense qui s'allume dans le cerveau. Et ça, c'est ce qui crée un phénomène addictif. Et ça, je pense qu'on le connaît bien, nous, adultes, par exemple avec les réseaux sociaux ou Internet. Les réseaux sociaux, vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Instagram, vous voyez une petite vidéo qui dure 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes maximum. Hop, vous avez votre petit shoot de dopamine. Vous rigolez, ou vous apprenez quelque chose, ou vous voyez quelque chose de beau. Dans tous les cas, un petit shoot de dopamine, quelque chose de plaisir, de satisfaction. Et puis hop, la vidéo suivante. Et puis hop, la vidéo suivante. Et donc, vous avez ces rushs de dopamine qui ne cessent pas dans le cerveau. Et il vous en faut toujours plus. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez. Comme moi, ça m'arrive régulièrement de me retrouver totalement accro à mon téléphone. Eh bien, il faut absolument prévenir les enfants de ces phénomènes. C'est-à-dire que oui, il faut absolument leur expliquer comment les objets fonctionnent, comment les technologies fonctionnent, mais aussi comment on peut s'éduquer à les utiliser tout en restant maître, en restant libre, en restant le maître des outils et non plus l'esclave des outils. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier de transmettre à nos enfants l'esprit critique. Et ça, c'est fondamental parce qu'on parlait de ChatGPT tout à l'heure. ChatGPT n'est rien sans esprit critique. Tout ce que fait ChatGPT, c'est reprendre des choses qui sont écrites sur Internet. Mais il peut récupérer des choses qui se contredisent. Il peut écrire des choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas, qui ne résistent pas à l'épreuve de l'esprit critique. C'est comme ça. Ça ne fait que reprendre des choses qui sont dites sur Internet. Et comme vous le savez sans doute, on trouve de tout sur Internet. Et donc l'esprit critique, là aussi, c'est extrêmement important. Par exemple, ce qui est une bulle de filtre sur les réseaux sociaux. Entraîner son esprit critique. Repérer des critères de crédibilité sur des informations, etc., etc. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un thème qu'on a abordé dans l'accompagnement des Montessori 7, alors il y a déjà quelques temps, et qui est donc toujours disponible avec des vidéos pour vous montrer comment vous pouvez aider votre enfant à développer son esprit critique. Avec des choses du plus simple au plus compliqué, évidemment. Alors, je sais que c'est un domaine qui peut être compliqué, surtout quand on n'a pas de bagage soi-même technologique, informatique. Mais il existe heureusement beaucoup de ressources aujourd'hui, dont je vous parlais de ces livres autour du langage de programmation Scratch. Donc il y a des choses qui sont possibles pour éduquer nos enfants aux écrans, nous éduquer peut-être nous-mêmes aussi aux écrans, tout en leur évitant de basculer dans une addiction aux écrans et leur permettre de profiter des magnifiques possibilités que nous offrent toutes ces technologies. Encore une fois, je suis absolument pas là pour les diaboliser. On apprend tellement de choses avec Internet, avec les ordinateurs. On peut faire tellement de choses. Regardez, si je peux vous parler, c'est parce que j'ai écrit mon script sur un ordinateur, que je suis en train de vous parler dans un micro qui est enregistré sur un ordinateur. Ça va être hébergé sur un hébergeur de podcast. Et ça va être diffusé sur votre smartphone, sur votre ordinateur, dans votre voiture, peu importe, pour que je puisse vous parler. Et, je l'espère, vous apprendre 2-3 choses. Vous peut-être faire naître en vous des idées, de nouvelles idées. Donc il y a énormément de belles choses avec l'informatique. Toutes mes formations l'essentiel de mes formations sont en ligne. Grâce à ces magnifiques outils, et j'ai pu former des gens dans le monde entier, au Japon, en Australie, en Allemagne, aux États-Unis, enfin vraiment sur tous les continents presque. Encore une fois, je ne suis pas là pour diaboliser, mais il faut apprendre à utiliser ces outils.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné des pistes sans être rentrée dans des détails trop techniques ou trop jargonnants. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qui devrait être assez léger parce qu'on va fêter les 200 épisodes du podcast. Donc on va essayer de rigoler un petit peu. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain. Votre petite sourisette, Anne-Laure.